Eh ben nickel, on va pouvoir le torturer à son tour, non? Me torturer. La bonne blague. Comme si j'étais pas entraîné pour survivre à la douleur, quoi. Non mais attends, laisse-le faire, hein. Je suis sûr on peut en tirer quelque chose d'autre, de mieux. On va l'emmener avec nous, je pense. Quoi? Tu veux vraiment lui faire confiance à lui? Il t'a défoncé la gueule 2 fois? Comment justifie qu'on puisse lui faire confiance? Si je lui ai laissé les clés de l'émission de ce mois-ci, moi, présenter l'émission, c'est étonnant, une proposition. Et tu penses que ça va suffire? Mais ouais, ça pourrait se faire, ouais. Vas-y, balance le générique. Bon, présenter l'émission. Comme j'ai personne devant qui être badass et que je vais pas y pendant quelques temps, je vais me mettre un peu plus à l'aise. Hop. Bonjour, bonsoir à tous, c'est le personnage du blouson. On se retrouve sur la chaîne de Komorebi pour le Komorebi raconte sa vie numéro 8, l'avant-dernier épisode, celui de février 2021. C'est parti. Évidemment, il y a un code sur la barre de défilement pour les différents films, séries, jeux vidéo ou bandes dessinées que je vais traiter. Et cette fois, ça va être bien rempli parce qu'il y aura 10 trucs à faire, donc on y va sans plus tarder. J'ai découvert 4 films bien différents, un par semaine, et c'était 4 réussites. Donc déjà, bravo Komorebi pour ton choix de film, c'était impressionnant. Tout d'abord, j'ai découvert Beetlejuice, ou Betelgeuse, donc un Tim Burton. J'ai vu très peu de Tim Burton, si ce n'est L'étrange monde émotionnel auquel il a un peu participé, et Sleepy Hollow, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas un aficionados particulier de Tim Burton, mais qu'est-ce qu'il est fort dans ce film. Franchement, Beetlejuice est une vraie réussite. L'idée est intéressante par le fait d'avoir un couple qui meurt et qui est dans le mode des morts et qui peut quand même interagir avec le monde. C'est un film de fantômes, comme ça pourrait être un film de fantômes classique, mais déjà il a un visuel très unique et qui fonctionne encore 30 ans après, donc déjà c'est impressionnant. Sauf peut-être le gros monstre en 3D dans le désert, mais ça, en même temps, on peut pas tout réussir 30 ans après, mais sinon tout le reste se tient largement. Et les effets visuels sont splendides. Les idées le sont tout autant. Les personnages fonctionnent très bien. Que ce soit le couple, qui est le couple le plus basique du monde, mais qui a sa ligne directrice d'histoire. La famille qui emménage, qui est plutôt drôle. Notamment grâce à Winona Ryder, qui permet de faire un lien entre les deux. Et ensuite, évidemment, on a Beetlejuice lui-même, qui donne un petit peps, hein, quand même, parce que c'est un antagoniste, clairement. Il est pas pour le bien, il est pour lui. Et c'est assez étrange. Parce qu'en soi, il fait pas forcément le mal, tu vois, il veut juste lui être de retour. Mais il le fait en mettant à mal d'autres personnages. En soi, je ne vais pas refaire ce film vieux de 30 ans, mais je le valide totalement, alors que, bah, comme je viens de le dire, il est sorti il y a 30 ans. Que ce soit niveau visuel, niveau scénario et tout, je trouve qu'il se tient largement la route, en comparaison avec ce qu'il y a eu après. Pas que c'est vraiment parce que ça n'a pas de sens, mais franchement, une excellente surprise. Je vous conseille de vous plonger dans ce film, si comme moi vous ne l'avez pas découvert encore. Ensuite, j'ai regardé The Revenant, qui est magnifique en fait. Il y a peu de personnages, c'est-à-dire qu'on a le héros, qui est assez vite, relativement d'ailleurs assez vite abandonné tout seul dans le froid, presque au moins des Indiens, après avoir été blessé légèrement par un ours. Et on a l'histoire d'une vengeance, d'une quête de survie, d'un voyage initiatique en même temps, qui a été forcé par quelqu'un. Et quelle puissance pure et brute. Leonardo DiCaprio a joué un grand rôle et l'a joué très très bien. Il n'y a pas à dire, c'est très brut ce qu'il offre, très brut de pomme ce qu'il offre. Et on sent toute son étoffe d'acteur, la palette d'émotions qu'il sert est très propre. Parce que, ben, évidemment, traverser tout le Grand Ouest américain ne se fait pas en un jour, et en plus d'un jour, on a le temps de changer, surtout dans cette situation, quand ton corps
a fait partir, ton âme change, évidemment. D'autant plus avec des rencontres avec des Indiens qui ont des visions différentes du monde. Donc le héros change, et la conclusion qu'il apporte à sa vengeance est merveilleuse. D'autant plus qu'il faisait ça donc parce que il est un peu seul finalement dans sa vengeance. Et est-ce que se retrouver encore plus seul après la vengeance c'était une bonne idée? Eh ben je vous laisse suivre le voyage initiatique de DiCaprio dans ce film pour le découvrir, mais encore une fois quel claque et quel pied j'ai pris. Après ça j'ai regardé La Ligne Verte, et c'est rigolo parce que c'est parmi les 4 films que j'ai vus ce mois-ci, c'est celui que je le connaissais le plus, étant donné que j'avais déjà vu 2 ou 3 fois l'analyse de Link the Sun dans le 50-50 qui lui est dédié, et j'avais déjà vu pas mal de scénarios. Donc autant vous dire que le spoil sur ce film était bien présent, et pourtant ça m'a pas empêché d'avoir les larmes aux yeux 4 ou 5 fois, de tout trouver magnifique, de pleurer vraiment 2 fois, comme quoi les spoils, on s'en fout en fait les gens. À un moment faudrait l'intégrer que c'est pas si grave de se faire spoiler les intrigues, et que si vous faire spoiler les intrigues vous gâche une œuvre, c'est que l'œuvre n'est pas bonne en soi. Je crois que je digresse. Grèce. Qu'est-ce que c'est beau, et encore une fois assez brut. On est en prison, donc il y a des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. Sauf que pas vraiment, parce que finalement il y a la balance de Dieu qui arrive dans la prison, qui aide des gentils gardes et des gentils prisonniers, qui punit des méchants gardes et des méchants prisonniers. Donc finalement le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des super parallèles et des super scénarios qui sont mis ensemble, parce que on a Percy, le sacré méchant gardien, qui a une fin qu'il voulait, et qui fait bien correspondre à la fin de l'autre, enfin au début de l'autre méchant, c'est des idées splendides comme ça. Tout est mis en place et utilisé à bon escient et au bon moment et ensemble. Je sais pas comment ils ont pu créer ça. C'est la deuxième adaptation de Stephen King que je regarde, après Shining, et les deux m'ont bouleversé. D'ailleurs j'ai acheté le premier à Noël en roman. J'y ai pas touché encore, et j'ai 7 romans dans ma tête de nuit. Mais ça va arriver un jour, et ça sera pas dans cette émission, mais ce sera pas le mois prochain, donc peut-être dans la saison 2 si un jour, ou dans ce qui donnera découvertes diverses, mais qu'il y aura plus de scénario avec. Bref, je digresse encore, graisse encore. 2 passages m'ont fait pleurer. Les 2 sont fortement liés puisque finalement c'était la même action, avec juste un personnage différent qui concerne à chaque fois. Mais les 2 m'ont détruit, car les personnages sont profondément humains et beaux, et ont chacun des rêves et des trucs qu'ils laissent en arrière, c'est... D'autant plus qu'il y en a un, il avait un rêve pour son fils, on va dire, et qui se voit gâché à la toute fin parce que Percy est un sacré Charlemagne. Et l'autre, il a la balance de Dieu, et être la balance de Dieu, ça peut être lourd à la portée, comme on le voit assez rapidement. Je me demandais comment le film pouvait bien finir avec tout ça, et j'ai eu ma réponse en offrant un épilogue merveilleux, tourné un peu vers le fantastique, mais en même temps tellement juste. C'est du Stephen King, j'ai l'impression. Enfin, j'ai vu Green Book tout récemment, donc pour ainsi dire c'était il y a 3 jours. Une information où tout le monde se bat les couilles. Et là aussi ça marche, parce que on a des très belles questions sur le racisme, et pas que. Tony finit par conduire un pianiste noir tout le long de New York au sud des États-Unis. Donc forcément, plus on avance, plus le racisme, les attaques, tout ce qui est possible comme horreur humaine, s'amplifie, évidemment. Alors qu'en même temps, il est diverti. Donc en soi, il y a des bons couteaux dans le dos. En mode, ouais, t'es parmi les riches, tout le monde t'aime et tout, et peu importe où il va, il peut pas en fait y aller. D'où l'utilisation du Green Book pour pouvoir aller dans les lieux qui lui sont dédiés. Et même là, il y est pas. Même là, il peut pas être chez lui. Parce que ce n'est pas un noir, il est riche. Évidemment. Parce que comme l'explique si bien Tony, le racisme c'est pas une question de couleur, c'est une question de savoir qu'on mange du poulet frit, qu'on écoute de la musique, et que même lui, il est plus noir que le doc, parce que il vit dans la pauvreté. Et c'est terrible de parler du racisme comme ça, mais en même temps, Doc et Tony font un duo tonitruant. Parce que les deux, ça répond bien, évoluent, les deux sont en fait des enfants qui n'ont pas connaissance du monde et de l'autre monde, de ce que chacun peut lui apporter, et ils finissent par prendre, au fur et à mesure des obstacles qu'ils affrontent, ce que l'autre
peut lui donner, avoir une vision très grande et offrir une conclusion tout ce qu'il y a plus mignonne. Je m'attendais peut-être à davantage pour un film qui parle de racisme et qui a eu autant de prix, mais c'était très bien construit et je n'en demande finalement pas plus que ça. Ce qui n'a pas sens avec le début de ma phrase, effectivement. Ensuite, j'ai regardé une série de 20 épisodes sur ces 28 jours. Et j'ai regardé ça en peu de temps, parce que j'ai réussi à enchaîner 2-3 épisodes, même si j'aime pas trop. Enfin, 2-3, ça va à peu près par jour quand il y en a 20 dans une saison, tu vois. Mais pas plus. Vraiment, j'aime pas le speed watching, je sais plus comment ça s'appelle. Tellement j'aime pas ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Saison 5 de Vikings, c'est pas ma préférée, mais c'est pas une horreur. Les personnages deviennent un peu trop des outils et un peu moins des personnages, ce qui est un peu triste. Pourtant, Ivar reste toujours un poteau sur lequel on peut compter. Et après, ce qui est con surtout, c'est que au niveau des Vikings, il y a deux camps qui vont se dessiner. Il y en a un peu toujours eu, en mode il y en a qui vont en Angleterre, d'autres non, et ainsi de suite. Mais là, les deux camps sont vraiment très distincts et ils se font la guerre. Et souvent, il y a des problèmes intestins qui font que, genre, je veux plus être gouverné par toi parce que après je pouvais pas être roi, du coup je vais quitter ton groupe. Après, pas le choix, il est obligé d'aller dans l'autre groupe, et finalement, il est aussi sous les ordres de l'autre, il peut pas être roi. Donc, évidence, pas grand chose. Sinon, il y a toutes les intrigues en Angleterre que je prends volontiers, car j'aime beaucoup la famille royale qui enchaîne les malchances, on va dire, depuis la première mort qu'ils ont eue. Autant dire qu'à la fin de la saison, ils sont plus beaucoup. Et le nouveau roi me plaît bien, ça y a pas de souci. Il y a un truc que j'ai pas trop compris avec un moine combattant qui sort avec Lagertha et qui va avoir juste finalement une difficulté en plus. Et en soi, il était censé apporter un coup de religion, mais il était plus basé sur la baston que sur la religion, donc il n'y a pas une mort que je trouvais particulièrement marquante ou triste, je crois. Il y en a quelques-unes qui m'ont un peu fait rire. Il y a eu de l'avancée, ça c'est sûr. Mais c'est en soi, le fond reste le même, parce que c'est toujours Ivar contre le monde. Et là, vraiment contre le monde, parce qu'il y a vraiment une belle ribambelle d'ennemis face à lui. Et bien peu d'alliés. Le fond a bien changé. Les alliances entre les personnages a bien changé, parce que tout le monde finit par être plus ou moins rassemblé, alors qu'il y en avait qui étaient avec Ivar, d'autres non, d'autres qui étaient loin. Finalement, tout se rassemble un peu. Il y a eu une grosse bataille avant que c'était encore partagé. Effectivement, là, il y a eu 2 morts qui m'ont un peu eu. Effectivement. Et donc, oui, bah. Ça fait le café, il y a beaucoup de politique, et ça j'aime. Il y a eu pas trop de batailles, et ça j'aime. Même si, au final, malgré toute la politique, les personnages étaient un peu en retrait, donc je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Et j'espère que ce sera mieux pour la saison finale. Mais bah, Viking, c'est faire un bon café, hein. Viking, c'est faire un bon café. Viking, c'est faire un bon café. Pas ma meilleure conclusion, hein. Ensuite, je comptais finir Super Mario Galaxy en ce mois de février. Je ne l'ai absolument pas fait, parce qu'après avoir joué Mario 64, enfin découvert Mario 64 et Mario Sunshine en décembre, et avoir adoré les deux jeux, j'ai eu l'impossibilité d'avancer dans Mario Galaxy, que j'arrive pas du tout à rejouer. Je vois bien qu'il est bon, mais j'arrive pas à m'en retrouver dedans. Donc là, j'ai un peu repris, j'ai fait genre 20 étoiles, et j'ai encore abandonné, parce que j'y arrivais pas. Puis j'ai pris un jeu en réduction sur l'eShop, qui s'appelle SteamWorld Dig. J'ai testé le soir même, à minuit, donc histoire de pas y jouer trop longtemps. J'ai fini ma partie à 4h du matin. J'ai regardé les speedruns du jeu jusqu'à 5h, et je me suis dit putain, mais j'ai trop speedrun le jeu. J'ai fait ma séance d'après, 2-3 jours après, je crois. J'ai joué 3 heures. Non, j'ai joué 2 heures, et j'ai fini le jeu. Donc j'ai fait 6 heures pile sur l'écran de titre, enfin l'écran de fin. 6 heures pile pour finir ce jeu, qui est génial. On a des robots au Far West, déjà rien que sur le principe, devrait vous vendre le jeu comme personne. Et ensuite, en fait, on est un robot, on creuse dans une mine, on récupère des minéraux et quelques améliorations. Ceci nous permet donc, les quelques améliorations permettent d'aller un peu plus loin et d'avoir un peu plus de mobilité. Mais surtout, les minéraux qu'on rapporte, on peut les ramener au village, les vendre, ça fait agrandir le village au fur et à mesure des ventes qu'on fait. Et on peut acheter des nouvelles améliorations, les améliorer de plus en plus, et être monstrueux. Et finalement, genre au 2-3e monde, je suis retourné dans le premier pour récupérer les trucs que j'avais oubliés, et qu'est-ce que c'était merveilleux, j'étais tout droit, ça avait aucun sens. Le côté progression est parfait, le côté ouais, je replonge une fois dans la mine et après j'arrête, est parfait, vu que après tu fais 4 heures de partie sans t'arrêter.
je pense pas que ça réussira ma vie, mais pour un jeu que j'ai payé si peu cher, qu'est-ce que j'ai kiffé. Et j'espère pouvoir le speedrunner un jour, même si j'aime moyen retourner sur le jeu en boucle quand je l'ai fini une fois. À part quand j'étais petit, j'ai fait 7 fois Zelda Phantom Hourglass et 7 fois Pokémon Diamant, mais j'étais petit et j'ai pas des masses de jeux. Là, j'ai plein de jeux à découvrir et plein d'autres œuvres, dans plein d'autres médias à découvrir, alors je peux pas trop me permettre. Mais j'espère pouvoir faire un speedrun du jeu, mais qui se fait en 22 minutes au minimum, c'est encore, et que je l'ai fait en 6 heures, donc je me dis qu'il y a un peu de marge quand même. J'avais reçu en octobre ou novembre les 3 comics de Marcus, le testeur de jeux vidéo, donc qui s'appelle l'Intrépide, qui est un héros qu'il avait créé étant enfant. Et là, donc j'ai eu le tome Origine, les origines, donc, ni le tome 1 ni le tome 2. Bravo pour l'explication. Ah, c'était vachement sympa quand même. On découvre l'histoire telle quelle, genre l'histoire de Marcus Petit, donc sur les peut-être 10 pages qu'il avait fait en vacances. Et bon, on reconnaît les erreurs d'enfant. Et puis après, ça devient méta, parce que grâce à une sorte de faille spatio-temporelle, on récupère le dessinateur actuel qui dessine le manga Les Légendaires Saga, dont je vous ai sûrement parlé déjà sur la chaîne, ou dont je vais vous parler prochainement. Et on retrouve un super-héros. On s'amuse à faire des blagues méta en mode oh, t'as vu comment j'étais dessiné, oh, j'ai fait un rêve, je ressemble à rien et tout. C'est super marrant. Ensuite, la solution de la mine d'intrigue de cette BD, de ce comics-là, c'est qu'il rencontre Marcus lui-même, qui lui parle des fanart, et tout ce qu'il y a eu autour de sa licence. C'est très très méta comme principe. On se rend bien compte du plaisir que c'est pour un auteur de voir ses personnages évoluer, que ce soit par lui-même ou par quelqu'un d'autre, du coup pour Marcus, vu que son dessin n'a pas vraiment évolué, que ça serait pas vraiment abordable, alors que là il peut vendre son personnage qui est créé. Et imaginez comme moi qui crée des personnages depuis ma seconde, et qui a créé 8 histoires avec, et donc j'ai toujours la 9ème en attente, qu'il faudrait que j'avance un jour, parce que c'est quand même 6 mois que je suis en pause. Et en plus j'en ai une grosse derrière que j'ai envie de faire depuis longtemps. Imaginez donc à quel point ça m'a touché d'imaginer tous mes personnages vivre encore, et ça m'a donné envie de reprendre, et donc rien que pour ça, l'histoire m'a touché, et je recommande l'Intrépide, les origines. Après, les autres tomes, j'en sais rien, hein, mais les origines, oui. Ça peut être fun de découvrir les origines d'un personnage et c'est tout. Principe intéressant. Ça s'appellerait genre le premier film d'une saga et pas faire de suite. Quel concept impossible. Il me reste maintenant 24 minutes pour parler des 2 dernières œuvres dont il me reste à parler, qui sont Zombillenium tome 1 et Zombillenium tome 2. Donc, entre les dessins de Guillaume Lapère sur l'Intrépide, qui me fait penser au dessin de... Donc, parce que c'est le même, au dessin de Les Légendaires Saga, qui me ramène à l'époque du collège, vu que c'est là que je lisais les légendaires, et ma relecture des tomes de Zombillenium, dont ma première lecture datée du collège, j'ai l'impression de faire un petit trip nostalgique en ce moment, et j'adore ça. Vraiment, la nostalgie, mais gusta la paella. D'autant plus que sur les 6 tomes que comptera Zombillenium, et sur les 5 tomes qui sont sortis actuellement, j'en avais lu que 2 à l'époque du collège, donc c'est-à-dire que ce mois-ci, j'ai relu des trucs que je connaissais, et je garde les 3 tomes de découverte pour la suite, et pour être à jour pour la sortie du dernier. Le premier tome met très bien en place les 2-3 personnages principaux, donc Aurélien et Gretchen, principalement, qui fonctionnent, qui permettent de découvrir le monde dans lequel on va évoluer, puisque Aurélien est nouveau dans ce monde, et que Gretchen est particulière dans ce monde, donc permet de bien brasser. Et on est à Zombillenium, un parc d'attraction avec des monstres. Évidemment, c'est super cool d'avoir toutes les blagues visuelles et de découvrir dans le moindre coin toutes les idées farfelues, genre créées pour donner vie à ce parc de monstres. Déjà le fait que ce soit dans la vie réelle, qu'on ait des noms de villes et tout, ça c'est parlant. Le fait qu'on ait des caractères réels des personnages, genre le vieux au bar qui est pas content de ce que font les jeunes et tout ça. Mais dans le parc lui-même, les idées sont vachement bien trouvées, genre on a par exemple un spectacle de zombies, les zombies dansent par exemple comme ça. Est-ce que ça veut pas dire quelque chose? Est-ce que s'il y a un zombie qui par exemple fait thriller, ça veut dire quelque chose? Oui, c'est super trouvé. En plus, il s'appelle José, il a eu de respecter la Corée, c'est super drôle. Et bref, c'est ça tout le long du tome. Et surtout, en filigrane, on a une satire terrible du monde de l'entreprise, évidemment, parce que c'est une entreprise, Zombillenium. On retrouve les salariés qui se sentent pas bien, les problèmes, les manifestations, les salariés qui veulent faire tomber d'autres salariés qui y arrivent mieux qu'eux, les actionnaires,
qui pense qu'au profit et pas du tout aux salariés, et tous les trucs de l'entreprise sont vachement marqués. C'est pas quelque chose qui m'avait fait tiquer quand j'étais au collège, parce que bah, le monde du travail, moi, ça m'en touché une, ça m'en bougeait l'autre, tu vois, normal, comme dirait tout collégien. Mais maintenant, bah, je connais toujours pas grand chose dans mon travail, parce que j'ai juste fait au total, on va dire, 9 semaines de stage, et c'est tout. Donc, on doit dire que mon expérience n'est pas très grande, mais je comprends à quel point ça résonne dans le vrai monde du travail. Et ensuite, il y a eu le tome 2, où c'est-à-dire qu'il y avait tous mes souvenirs de The Venom qui étaient dans ce tome. Je me souviens parfaitement de cette histoire de la famille. Donc, il y avait une famille de 3 qui arrive au parc pour un anniversaire. Et cette famille est au centre de plein d'intrigues. Il y a des mystères, il y a un vrai fil rouge, il y a des rebondissements, c'est très bien trouvé, vraiment le scénario est bien ficelé vu qu'on n'a plus besoin de le présenter. Je ne comprends pas vraiment le propos de fond de cette histoire, si ce n'est que chercher à fuir les démons n'est pas forcément une bonne idée. À partir du moment où on commence à être touché, c'est compliqué de s'en sortir. Touché, alors, on n'a pas beaucoup plus de développement pour Aurélien et pour Gretchen pour l'instant, mais on en a pour le squelette. Désolé pour ton nom, mais c'est sur la couverture, déjà. Bravo à toi. On commence à se rendre compte que ce sent un peu le roussi pour le parc, étant donné la légère colère que semblent ressentir les habitants alentour envers le parc. Que ce soit pour le fait que ça semble assez immoral d'exploiter les gens après leur mort, que ça fasse peur, même s'ils ne savent pas vraiment qu'ils sont morts, mais ils se rendent bien compte que ça fait du travail en moins pour les gens plus normaux. Donc la colère monte, il y a des plans, il y a des attaques, et en même temps il y a cette famille qui est particulière, qui arrive à ce moment-là, et qui nous fait rebondir, nous fait nous demander qu'est-ce qu'on va regarder. Cette conclusion me fait toujours autant rire, parce que bah vraiment, j'ai envie de dire que c'est un peu l'arroseur arrosé, et donc bah on a encore envie de pousser les portes du parc de Zombillenium 3-4 fois quoi. Avant que je vous laisse avec la conclusion de cet épisode et la suite de ce fou scénario, je vous indiquerai que le bouton abonnement se trouve en dessous de cette vidéo si ça vous a plu, et si vous voulez ne pas rater le dernier épisode de ce scénario, ou d'autres vidéos plus intéressantes, me partager vos avis sur vos découvertes diverses du mois de février, ou sur ce dont je vous ai présenté aujourd'hui. La prochaine vidéo cette fois sera bien la critique sur I Am a Hero tome 1 à 8. On se retrouve quand vous aurez fini. Bon, ça paraît cohérent. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt. Alors, conquis? Eh ben tu vois, il peut très bien défendre la pop culture comme moi, donc aucun souci, on peut l'emmener avec nous, non? Ouais, bon, il défend, mais il va totalement nous piéger là. Hein. Ça se voit sa tête de fouine là. Regarde ce visage de diable. Mais non, il y aura pas de piège, puis même si y en a, on s'en sortira. Et puis, même s'il nous emmène face à la blouse qui s'est me tuer depuis le début, ça sera forcément un piège en quelque sorte. Donc, à la prochaine fois, on va défoncer la blouse et on en aura enfin fini avec cette histoire. Ouais, ben, on n'est pas dans la merde. Oh ouais.